Bonjour, merci d'être venu pour le taux directeur, c'est exceptionnel. Notre thème, taux directeur, choisir entre croissance et inflation. Les termes de ce débat peuvent sembler un peu abscons, ils sont pourtant essentiels dans leurs conséquences concrètes. L'inflation, c'est le coût de la vie quotidienne, elle a presque éclipsé le reste dans la campagne française. Ce sera la seule allusion politique. La croissance, c'est l'emploi, l'activité. Pour éclairer les arcanes des banques centrales et de leur prise de décision, interviendra d'abord Thierry Jacquillat. Ah mais oui, pardon, c'est ton frère. Ça commence bien. En tant que membre du Cercle des économistes et qu'expert de la finance, il jouera un rôle de coordonnateur, situera le contexte du débat, même s'il rappellera que la question n'est pas vraiment nouvelle. Nous aurons pour en parler trois intervenants. Vanessa Holtz est directrice générale de Bank of America Securities Europe. Elle a derrière elle plus de 25 ans d'expérience sur les marchés financiers, différentes grandes banques. Ces années, elle les a essentiellement passées à Londres, dont elle est revenue à la suite du Brexit, lorsque sa banque a décidé d'installer à Paris son nouveau siège de trading pour l'Europe. Cela la met au cœur du sujet. Philippe Mills est depuis 2013 directeur général de la SFIL, ou SFIL, la Banque publique de développement au service des collectivités locales, des hôpitaux publics et des grands exportateurs. Lui aussi connaît le système financier par cœur, ça tombe bien. Ancien patron de l'agence France Trésor, chargé de placer la dette française sur les marchés, il avait coutume, avant de changer de casquette, de se présenter comme le VRP de la Banque française. Ça, je l'ai lu dans les Échos. Karamo Kaba est gouverneur de la Banque centrale de Guinée depuis 2021. L'économie monétaire, il l'étudie depuis cette thèse, soutenue d'ailleurs avec un éminent membre du Cercle, Christian de Boissieu. Oh, pardon. Les économistes discutent beaucoup de l'étendue des pouvoirs de la BCE qui traite de l'inflation arme monétaire à la main, quand la Fed, elle, dispose de davantage de leviers et d'une gamme qui ne concerne pas seulement les prix, mais l'emploi. Peut-être saura-t-on dans quel camp se range la Banque de Guinée. Mais en attendant, nous allons commencer notre panel avec... Thierry ou Bertrand déjà? Bertrand. Bertrand, je sais très bien. 10 fois Bertrand dans les 10 minutes qui ont précédé cette session. Et devant tout le monde, tu changes mon prénom. Et ça fait 30 ans que je connais. Oh là là. Bon, vous m'entendez tous? Là, bonjour à tout le monde. Je fais donc faire l'exposé un peu préliminaire au débat des trois intervenants qui sont à ma gauche. Et je le ferai en, j'ose pas dire le nombre de points parce qu'il y en a toujours un de plus ou un de moins, mais en à peu près 5 points. Le premier point, c'est est-ce qu'on pourrait dire Phillips est mort, vive Phillips. Ceux qui ont fait des études en économie savent qui est M. Phillips. C'était celui qui avait inventé cette idée selon laquelle il y avait un trade-off, il y avait un choix à faire pour un banquier central, dans le cadre de sa politique monétaire. Il y avait un choix à faire entre l'inflation et le chômage. Si on ne voulait pas beaucoup de chômage, on devait accepter un taux d'inflation élevé. Si on ne voulait pas beaucoup d'inflation, on devait accepter un taux de chômage fort. Donc c'est pour ça que la Banque centrale américaine, notamment, a deux objectifs. L'un, c'est la stabilité monétaire et financière, comme la Banque centrale européenne. Mais en plus, le Federal Reserve a pour objectif la croissance économique aussi. Et je viendrai dans le cas de mon dernier point, et M. Mills en parlera abondamment. Il y a d'aucuns veulent ajouter aux objectifs que je viens de citer des banques centrales, veulent ajouter des objectifs environnementaux. Donc le premier point, c'est inflation et croissance. Est-ce que ce couple a disparu? Est-ce qu'on peut avoir l'un sans avoir l'autre? Ce sera un thème de réflexion.
Le deuxième thème de réflexion, c'est est-ce que la nature de l'inflation a changé? Alors, avec la mondialisation et la spécialisation industrielle des pays, il s'avère que cela a beaucoup contribué à comprimer les inflations souterraines. Et on a beaucoup accusé le Federal Reserve Board, la réserve fédérale américaine, de ne pas s'occuper de l'inflation des prix des biens et services, puisque l'économie mondiale la prenait en compte et comprimait son inflation, et ne se préoccupait que du prix des actifs financiers, avec une tendance à favoriser la bourse dès que des craintes se naissaient dans l'opinion publique. Donc c'est le deuxième point, la nature de l'inflation. Est-ce que la démondialisation, qui va remettre au goût du jour ou remettre le projecteur sur l'inflation des biens et services, est-ce que ceci va transformer, va changer la politique monétaire des banques centrales? Le troisième point que je voulais aborder, je serai très court parce que j'ai déjà dépensé sans doute mon temps de parole, c'est l'incidence de la technologie sur les taux directeurs. L'incidence de la technologie sur les taux directeurs, c'est quelque chose qui peut paraître très abscon et très lointain, mais vous connaissez sans doute de nom un économiste américain qui est professeur à Harvard, qui s'appelle Ken Rogoff, et qui avait écrit un livre qui avait fait fureur il y a une dizaine d'années, qui s'appelait « This Time is Different ». C'était un livre qui vilipendait les gens qui pensaient que les malheurs qui étaient arrivés aux économies dans le passé ne pouvaient pas se reproduire, et donc les temps avaient changé. Et il montrait que les temps n'avaient pas changé, c'est toujours la même ritournelle, il y a toujours des spéculateurs, il y a toujours des crises. Mais ce Rogoff en question vient de mettre au point une base de données sur les taux d'intérêt et les taux d'inflation dans les pays occidentaux qui remontent à 1361. Nous avons donc aujourd'hui plus de 500 ans, 600 ans de données sur les taux d'intérêt et les taux d'inflation. Il ressort de l'analyse de cette base de données que les taux d'intérêt à long terme réels ont baissé de 1,37% par siècle, ou de 0,2 points de base par an. Autrement dit, la tendance est à la baisse des taux d'intérêt. Et ça, c'est la technologie qui le permet, et on pourrait donner d'autres exemples là-dessus. Le point suivant que je voulais aborder, parce qu'il sera abordé par c'est donc ce problème de multi-objectifs des banques centrales. Est-ce qu'on peut ajouter, comme Mme Lagarde l'a fait dans un de ses récents discours, ajouter l'environnement, des objectifs environnementaux à la politique monétaire des banques centrales? Et le dernier point que je voudrais aborder, c'est juste mentionné, c'est le rapport entre le thème du jour de cette session et le thème de l'ensemble des rencontres économiques, relier les deux mondes. Eh bien, relier les deux mondes, d'aucuns voudraient que se coordonnent davantage les politiques monétaires de la Federal Reserve et de la Banque Centrale Européenne. Est-ce que c'est une bonne idée? Je laisse ça aux gens du panel, aux camarades du panel pour en débattre. Voilà. Merci Bertrand. Alors moi je vais revenir un petit peu sur le contexte de l'inflation et surtout les causes de l'inflation qu'on a eues récemment, surtout que ce sont des causes différentes dans des pays différents. Mais ce qu'il y a en commun sur ces causes, c'est qu'il y a eu le Covid. Donc il y a eu la pandémie, c'était une première vague d'inflation, c'était complètement imprévu, planétaire, ça a eu un impact important sur le quotidien des consommateurs et aussi sur le comportement des consommateurs. Donc on a vu une baisse de la production, évidemment un choc de l'approvisionnement et des supply chains. Par exemple, on a vu le coût du fret multiplié par 5, ce qui était inédit.
Et ce dont vous parliez aussi, Bertrand, ce qui est important, c'était aussi, on a vu une rotation de la consommation. C'est-à-dire qu'on s'est plutôt poussé sur la consommation de biens de production, de biens durables, plutôt que des biens de consommation, ce qui n'est pas le cas actuellement. Ce qui a été très important aux États-Unis, c'est qu'il y a eu un stimulus fiscal qui a accéléré la demande. Donc c'est pour ça qu'aux États-Unis, on a plus vu un choc de la demande, tandis qu'en Europe, on a plus vu un choc de l'offre. Évidemment, quand il y a un choc de la demande, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'épargne, puisque les États-Unis ont accumulé en 2021 plus de 2 trillions de dollars d'épargne, et il en reste d'ailleurs aujourd'hui presque 500 milliards. De son côté, l'Europe aussi a accumulé de l'épargne, donc il y a de la demande, il y a de la liquidité, puisqu'elle a accumulé plus d'1 trillion d'euros d'épargne. Il y a une deuxième vague qui a là fait une dispersion entre l'Europe et les États-Unis. L'Ukraine, la guerre en Ukraine avec la Russie. Là, c'est une inflation due à l'énergie, donc un choc énergétique, où on a vu le prix du pétrole aller jusqu'à 120 $ et on a vu le prix du gaz multiplié par 2. Il y a énormément de dépendance de l'Europe par rapport à l'énergie et c'est ce qui a fait qu'il y a 2 raisons et 2 causes différentes sur l'inflation qui a eu lieu aux États-Unis et en Europe. L'inflation aux États-Unis a été jusqu'à 9%, l'inflation en Europe, on a vu un pic à 10%. L'euro et l'Europe a vu donc un double effet. L'effet du choc de l'énergie et l'effet du goulet d'étranglement de l'offre. Tandis que les US ont vu, oui, un choc des goulets d'étranglement, mais surtout une relance budgétaire qui a relancé la demande. Alors, vous parliez des banques centrales. Quelle a été la réaction des banques centrales? Il n'y a pas eu une réponse uniforme, en tout cas en termes de timing. C'est-à-dire qu'on a d'abord vu la Banque centrale, la Réserve fédérale, la Banque d'Angleterre et la BCE augmenter les taux, mais ils n'ont augmenté les taux qu'en 2022. En fait, les banques centrales voulaient voir si cette inflation était transitoire. Et elles ont attendu un peu plus longtemps d'ailleurs que d'autres banques centrales, surtout des pays émergents, qui avaient déjà commencé à remonter les taux en 2021. D'une manière un peu rétrospective, effectivement, les banques centrales des pays émergents ont commencé la baisse des taux avant, évidemment, la Banque centrale européenne et la Réserve fédérale. Donc il y a eu un effet tardif, certainement, qui a pu avoir un impact sur l'ampleur, la magnitude et surtout la résilience de cette inflation. Donc le rôle des banques centrales, on l'a dit, quel est le levier pour les banques centrales? Ce sont les taux d'intérêt. On a vu des taux d'intérêt beaucoup plus hauts depuis des décennies. Les taux d'intérêt, on a vu que sur la Réserve fédérale, ça s'est élevé à 5,25. Sur l'euro, c'était 4. Et sur l'Angleterre, 5,5. C'est des taux qu'on n'avait pas vus depuis la dernière Global Financial Crisis. Excusez-moi, je fais un peu de franglais. Donc en fait, ce qui s'est passé, Global Financial Crisis en 2008. Oh, the Global Financial. I'm Bank of America, so I need to put a bit of English. Donc ce rôle des banques centrales a été important. C'est l'arme ultime. Mais ce qu'on voit, c'est que le marché a sous-estimé l'ampleur de l'inflation. D'ailleurs, juste pour un contexte, en 2024, au début 2024, les banques centrales et surtout la Réserve fédérale, le marché avait prépositionné une baisse de 170 basis points des taux, c'est-à-dire 7 cuts différents au début de l'année. Finalement, on va avoir 2, voire une seule baisse des taux d'ici à la fin de l'année, certainement en décembre, après les élections. Vous parliez de divergence des banques centrales. Évidemment, la Banque centrale européenne a baissé ses taux de 25 basis points en juin. Mais on ne voit pas non plus une baisse des taux très accélérée. Pourquoi les banques centrales agissent de façon différente? Parce que, comme je l'expliquais au début, ce sont des chocs différents. Le coût de l'énergie a baissé, la Banque centrale européenne a pu baisser ses taux. Donc, en fait, est-ce que ça a eu l'effet escompté? Oui, puisque l'inflation baisse. L'inflation est quand même plus importante que le but escompté, puisqu'elle est à 3,3% aux États-Unis et elle est plutôt à 2,5% en Europe. Mais est-ce que ça a eu un impact sur la croissance? On voit en fait que les pays, et globalement, la croissance est assez résiliente, puisque la croissance au niveau global est à 3,3%. Donc ça veut dire que
tout ce qui est le marché du travail, des investissements, de la consommation est assez importante. On voit d'ailleurs que la consommation aux États-Unis s'est accrue de 10% par rapport aux des niveaux de prix pandémiques. Et on voit cette rotation dont je parlais sur la consommation sur les services qui a énormément augmenté aux dépens de la consommation sur les biens durables. Donc voilà un peu le contexte de l'inflation. L'épargne est évidemment extrêmement importante. Elle continue d'être extrêmement haute. Et sur la croissance, c'est aussi très important de voir plusieurs points. J'ai parlé d'une croissance qui est assez importante, donc une certaine résilience, mais ça dépend évidemment des secteurs, ça dépend des géographies. On a vu par exemple que sur le niveau de l'emploi, il y a eu un emploi beaucoup plus flexible avec une rotation plus importante aux États-Unis, ça l'est moins en Europe. Et sur les secteurs, évidemment, on a vu, dû au taux d'intérêt, à la montée des taux d'intérêt, effectivement des secteurs comme l'immobilier ou l'immobilier commercial qui a eu un impact extrêmement important, avec beaucoup plus de work from home et beaucoup moins de location de secteur commercial. Ceci étant dit, sur le secteur de l'immobilier des personnes, il n'y a pas eu un impact très très important. Donc, les banques US ont mal réagi à cette hausse des taux d'intérêt pour une raison assez simple. C'est-à-dire que les mortgages, les prêts que l'on fait à la consommation aux US, et surtout quand on fait un prêt immobilier, ce sont des prêts qui sont à 85% à taux fixe. Quand on a fait des prêts à des taux bas, on n'a évidemment aucun intérêt à sortir de ces prêts pour réemprunter autrement. Et aux États-Unis, il n'y a pas de portabilité des prêts. C'est-à-dire que si vous remboursez un prêt pour prendre une autre maison, vous ne pouvez pas bénéficier des mêmes taux d'intérêt. Ce qui n'est pas le cas en Europe. En Europe, en général, ce sont des prêts à taux variables. Je sais qu'en France, ça n'est pas le cas, mais dans la plupart des pays européens, ça s'est fait. Donc voilà un peu le contexte, voilà l'impact sur la croissance. Je pense qu'on parlera d'équilibre un peu plus tard. Philippe Mills, c'est à vous. Merci beaucoup. D'abord, dire à tout le monde ici présent combien je suis ravi d'être là et de voir en fait qu'il y a beaucoup de monde à cette table ronde. C'est un sujet effectivement très important. Alors moi, je suis entouré d'experts très forts dans ces domaines. J'ai ma voisine qui est un des 4 dirigeants d'une grande banque d'investissement, d'une grande banque internationale, et j'ai mon voisin qui est gouverneur de banque centrale. Donc moi, qu'est-ce que je fais là en fait? Moi, je vais vous parler comme un praticien du marché des taux, parce que les taux, c'est ma matière première, parce que je dirige une banque spécialisée et qui se finance exclusivement sur le marché obligataire. Et donc la manière dont les taux évoluent, et ils sont bien évidemment influencés par les taux directeurs, beaucoup quand ils sont courts, mais même quand ils sont moins en partie quand ils sont longs, ça interfère avec mon métier. Alors Vanessa vous a décrit de manière très complète et très brillamment tout ce qui s'est passé depuis le Covid et jusqu'à maintenant. Et donc moi je voudrais prendre une optique un peu plus de moyen terme. À mon sens, il y a 2 questions par rapport à la première remarque qu'a fait Bertrand sur la courbe de Phillips qui a disparu et qui a réapparu. La première question, c'est dans quel régime d'inflation on va se trouver dans les prochaines années. Avant le Covid, je vous rappelle, il n'y avait plus d'inflation. J'ai regardé les chiffres. L'inflation moyenne en France dans les 10 années qui ont précédé le Covid, c'était moins de 1%. Et l'inflation moyenne en zone euro, c'était autour de 1%. Donc il n'y avait plus d'inflation. Et puis effectivement, depuis le Covid, si on fait des moyennes, là on est plutôt, alors je parle à nouveau de la référence que je connais le mieux, donc zone euro et France, on est en moyenne entre 4 à 6% d'inflation moyenne, avec évidemment un pic à 10%. Et maintenant, on revient vers la cible des 2. Les derniers chiffres en France, c'est 2,1 en glissement annuel et c'est 2,5 en zone euro. Donc, est-ce qu'on va revenir vers 2, durablement, ou moins de 2, et se rapprocher du régime d'inflation précédent? Moi, je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce qu'au-delà des effets habituels de politique de demande et de stimulation de la demande, notamment par des politiques budgétaires, pour faire face à ces chocs, il existe plusieurs raisons qui sont plutôt du côté de l'offre de production,
qui n'incitent pas à croire qu'on va avoir un régime d'inflation où on reviendra à ce qu'on avait connu avant le Covid. La première raison, vous lisez ça tous les jours dans les journaux, c'est ce qu'on peut appeler la déglobalisation. Et donc le fait que maintenant, un certain nombre d'entreprises préfèrent assurer la sécurité de leur chaîne d'approvisionnement plutôt que l'efficacité économique maximale en la matière. La deuxième raison, c'est qu'on a une économie dans laquelle il y a un certain nombre de grandes entreprises qui ont un pouvoir de marché assez exceptionnel et donc qui ont une capacité aussi à faire peut-être plus de prix qu'auparavant. La troisième raison, c'est la raison démographique. La plupart des grands pays de la planète ont aujourd'hui une population active dans les prochaines années qui soit va stagner, soit va diminuer. Donc, comme l'a dit Bertrand au début, dans la disparition de l'inflation, il y avait aussi l'arrivée sur le marché du travail mondial des centaines de millions de travailleurs, notamment chinois. Maintenant, l'arrivée a eu lieu, et dans le futur, ce n'est pas forcément cette projection qui sera la bonne. Et puis, le dernier élément, enfin, l'avant-dernier élément, c'est évidemment la dette. Quand vous avez à la fois un niveau de dette publique élevé et un niveau de dette privée élevé, ce n'est pas forcément très favorable à un régime d'inflation bas. Et le dernier élément, c'est la décarbonation de l'économie. Et là, je vais citer quelqu'un qui est bien plus savant que moi, c'est Madame Lagarde, la présidente de la BCE. Elle a fait un discours le 14 juin dernier à la conférence économique de Dubrovnik. Et dans son discours, elle a dit de manière très explicite, je vous encourage tous à le lire, que la fragmentation géopolitique et la transition climatique, c'était des chocs d'offres négatifs. Au moins pendant une période assez longue avant que des effets différents aient lieu. Donc il est probable qu'on aura plus d'inflation. Maintenant, si on se tourne du côté de la croissance, toujours avec cette optique de moyen terme, si on fait un des raisonnements classiques de croissance à moyen terme, c'est trois facteurs, le capital, le travail et la productivité globale des facteurs. Le capital, si on regarde ce qu'il faut faire en matière de transition climatique, on va remplacer du capital, mais pas pour accroître la production, ou pas pour faire initialement au moins des gains de productivité, mais pour tenir compte du fait qu'il y a un facteur qui n'était pas pricé avant, qui étaient les émissions de gaz à effet de serre, dont il faut aujourd'hui tenir compte. Le travail, ça renvoie à l'évolution démographique. Donc si la population active ne croît plus ou si elle baisse, il n'y aura pas beaucoup de facteurs de travail pour faire de la croissance. Et la productivité globale des facteurs, alors vous avez deux écoles. Vous avez les techno-optimistes qui vous disent que notamment l'intelligence artificielle va faire de la productivité. Et puis vous avez ceux qui regardent les derniers chiffres de productivité et qui constatent que pour l'instant au moins on ne le voit pas. Donc moi sur ce constat, et je m'arrêterai là, il y a un risque non négligeable d'avoir plus d'inflation et il y a un risque non négligeable de ne pas avoir beaucoup plus de croissance que ce qu'on a constaté ces derniers temps. Très bien. Monsieur Kaba, votre point de vue. Quand M. Mills parlait de déglobalisation, c'est une question auquel vous pourrez répondre après, à laquelle j'ai vu dans différents de vos écrits que vous vous inquiétiez des conséquences des conflits actuels, notamment sur les circuits d'approvisionnement en énergie. C'était un thème qui revenait assez souvent. Je pensais à propos de la déglobalisation. Mais d'abord, votre point sur notre sujet principal. Okay. Merci. Bonjour à tous. Et vraiment, merci beaucoup pour l'invitation aux rencontres nationales, aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Donc, avant de répondre à votre question, permettez-moi de vous raconter une anecdote. Alors, il se trouve que souvent, à Paris, je me balade du côté du boulevard Rochechouart, c'est vers Barbès, pour ceux qui connaissent. Et assez régulièrement, je rencontre un monsieur. Et il me pose toujours la même question. Est-ce que tu aimes Bouteflika? Alors, la première fois, je lui ai dit oui. Et là, je me suis fait engueuler, mais comme pas possible. Est-ce que j'aime Bouteflika? Est-ce que tu aimes Bouteflika? Voilà. Et donc, je me suis fait engueuler comme pas possible.
Quelques semaines après, je rencontre le même monsieur. La même question. Est-ce que tu aimes Bouteflika? Et moi, je me rappelle de la fois d'avant. Et donc, je réponds le contraire. Et pareil, je me fais engueuler. Et quelques semaines après, je rencontre encore le même monsieur. Et je me souviens de la première et de la deuxième fois. Et je lui dis, je ne sais pas. Et pareil, je me fais engueuler. Donc, tout ça pour vous dire que lorsqu'on est décideur public, quel que soit ce que vous allez faire, on va vous engueuler. Donc, il faut assumer. Alors, pour répondre à votre question, évidemment qu'il faut tout faire pour qu'il y ait de la croissance. Et donc, lorsque les banques centrales ont commencé à remonter les taux d'intérêt, il y a 2 ans de cela, tout le monde, moi le premier, on pensait qu'il y aurait une récession mondiale. Mais cette récession, on ne l'a pas vue. On ne l'a pas vue pourquoi? Parce qu'il y a des États qui ont mis en place des stimulus budgétaires qui ont réussi à compenser en fait cette augmentation des taux d'intérêt au niveau des banques centrales. Donc, juste pour illustrer mon propos, selon la Banque des règlements internationaux, si vous prenez le crédit au secteur non financier, en 2018, nous étions à 152% du PIB. Nous sommes passés au plus haut à 159% en 2023 et on a récemment reflué aux alentours de 157%. Et donc ce reflux, il vient du fait que, comme je l'ai dit, les États ont mis en place d'énormes relâchements budgétaires. Et ça, on l'a vu au niveau de la France, des États-Unis et du Japon. Et donc cette situation budgétaire a permis d'anéantir, mais pas totalement, l'impact des resserrements monétaires. C'est aussi une grande explication qui explique l'écart de croissance entre la zone euro et les États-Unis. Donc tout à l'heure, Madame Vanessa expliquait que au niveau, quand on prend la consommation des ménages, par rapport au 4e trimestre 2019, aux États-Unis, on est à plus 10. Et lorsqu'on fait la même comparaison au niveau de la zone euro, on est aux alentours de moins 16%. C'est ça qui explique aussi pourquoi, selon le FMI, cette année, il va y avoir un output gap positif aux États-Unis de plus 0,4%, alors qu'au niveau de la zone euro, on sera à moins 0,5%. Et donc, tout ça explique pourquoi la Banque centrale européenne a baissé le 6 juin dernier de 25 points de base son taux refi pour la première fois depuis le début de la pandémie. Et donc, en Guinée, puisque je suis gouverneur de la Banque centrale de Guinée, il faut que je parle un peu de la Guinée, nous n'avons pas échappé à cela. Donc, ce qu'on a constaté, on a constaté une hausse des coûts d'emprunt. Il faut savoir que dans nos pays, on a eu un spread qui a explosé. On était aux alentours de 190 points de base avant 2019. On est passé après février 2022 à près de 600 points de base. Et là, récemment, on a baissé aux alentours de 300 points de base. Donc, vous voyez que les conditions de crédit ont durci. Ce qu'on a vu également, c'est que la demande de crédit de la part des entreprises avait baissé dans le même temps que les banquiers accordaient de moins en moins de crédit. Et donc, c'est pour cela que nous, au niveau de la Banque centrale de Guinée, nous avons plutôt accompagné la stimulation budgétaire de l'État, justement pour ne pas on a accompagné. Donc, comme le dit Michel Rocard, la croissance ne se décrète pas. Donc, c'est la raison pour laquelle, comme je vous ai dit, les autorités au niveau de la Guinée se sont focalisées sur des réformes structurelles. Donc, nous nous sommes focalisés sur le contenu local, c'est-à-dire que désormais, nous allons nous focaliser sur la production locale. Et donc voilà. Donc, au niveau de l'inflation, c'est un point qu'il ne faut pas négliger. Parce que si vous le négligez, le peuple va vous le rappeler. Soit dans les urnes, où il va y avoir un défouloir, ce qu'on a vu il n'y a pas longtemps dans un pays que je n'ai pas cité, ou dans la rue, puisqu'on a eu des gilets jaunes en France, on a eu le printemps arabe et on a eu des émeutes actuellement au niveau du Kenya, parce qu'ils ont augmenté la TVA.
Et donc, comme le disait Karl Otto Poll, qui était le président de la Bundesbank, l'inflation, c'est comme le dentifrice. Donc, une fois que c'est sorti du tube, c'est très compliqué à faire rentrer. Et il ajoutait qu'il fallait, c'est la raison pour laquelle il ne fallait pas trop appuyer sur le tube. Et donc, nous, au niveau de la Guinée, nous avons connu une inflation importée très importante. Pourquoi? Parce que lorsque les pays développés stimulent la demande, parce que quand il y a une récession, normalement, on nous a appris en économie que les prix doivent baisser. L'ajustement se fait par les prix. Donc lorsque les pays développés se mettent à subventionner massivement la demande, et dans le même temps on a une offre qui baisse, l'ajustement s'est fait par les prix et les prix ont fortement augmenté. Donc nous on a pris cette première vague d'inflation. Et la deuxième vague d'inflation qu'on a pris, c'est les conséquences de la guerre entre les États-Unis et la Chine. Donc pas plus tard que le mois dernier, le 16 mai, nous avons appris par le président Biden qu'ils allaient augmenter de 100% les taxes sur les véhicules électriques chinois. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Les Chinois ont préempté tous les conteneurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour avoir un conteneur pour faire venir des marchandises dans nos pays, les coûts ont explosé. Et donc, dans les prochains mois, moi, je vois plutôt une inflation qui repart à la hausse. On a également quelque chose au niveau des États-Unis, c'est que lorsque vous regardez au niveau du CPI, les shelters pèsent pour 30%. Les shelters, ce sont les loyers fictifs, donc ce sont les loyers que se verseraient des propriétaires s'ils étaient locataires. Et lorsque vous regardez l'indice Case-Shiller, on est sur une hausse d'à peu près 7% sur un an. Donc si vous prenez 30% fois 7%, ça veut dire que si les prix de l'immobilier restent au niveau actuel, on a déjà 2,1 points d'inflation assuré pour les prochains mois au niveau des États-Unis. Et donc, comme le disait M. Philippe, moi, je ne vois pas l'inflation refluer en deçà des targets des banques centrales. Donc, on va rester à des niveaux élevés, même si c'est un reflux par rapport à avant. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vois qu'il y a monsieur qui... Non, tous les quatre Si j'ai bien écouté, vous avez dit tous les quatre que l'inflation n'allait pas rentrer dans le tube. Et donc, quelles conclusions en tirer dans vos banques, au point de vue de l'action politique? Je veux dire très rapidement, je pense qu'on a à peu près le même constat, c'est-à-dire qu'il faut trouver le niveau d'équilibre, et il semble que le niveau d'équilibre ne sera pas du tout au niveau pré-Covid. On le voit, donc effectivement, il va falloir regarder les déficits. Quand on voit le niveau des déficits aux États-Unis, qui sont à peu près à 6%, ce qui est énorme de la croissance. Pareil, en Europe, c'est aux alentours de 4%. En ayant des taux quand même assez élevés, le service de la dette, c'est-à-dire la proportion à rembourser la dette, va être quelque chose d'absolument fondamental si on garde les risques et les taux d'intérêt élevés. Et je ne vois pas les taux d'intérêt baisser à des niveaux, ni l'inflation d'ailleurs, baisser à des niveaux pré-Covid. Donc je pense que sur ce point-là, on est tout à fait d'accord. Ce qui va être fondamental, évidemment, c'est les politiques budgétaires et de toutes les économies, et surtout d'essayer de réduire ces déficits. Vous avez parlé de la dette par rapport au produit intérieur brut. Si on regarde la dette sur différentes zones, par exemple aux États-Unis, qui est bien au-delà de 120%, elle était à 65% il y a des dizaines d'années. Sauf qu'il y avait des taux très, très importants qui ont baissé. Donc, c'est-à-dire le coût de remboursement de la dette sur des taux bas est relativement basse. Et si on a ces dettes qui ont augmenté de plus du double aux États-Unis et pareil en Europe, il veut dire que la France aussi a un déficit important. Je pense qu'on le sait très bien. Ça veut dire que le service de la dette, la capacité à rembourser, va être extrêmement difficile à mettre en place. Donc c'est tous ces facteurs que les banques centrales doivent prendre en compte. On dit que théoriquement, le mandat de la Banque centrale est la stabilité des prix. Celle de la Réserve fédérale, c'est aussi l'emploi et la croissance. Je pense qu'effectivement, les banques centrales vont devoir s'allier avec les politiques pour aller certainement au-delà
en tout cas favoriser la croissance, et ça fait partie aussi de la transition climatique et de tout ce qui est digital et innovation technologique. Alors si je continue mon point de vue de praticien à moyen terme, c'est la dernière question que Bertrand a posée. Moi, j'ai été très frappé quand la BCE a redéfini sa stratégie de politique monétaire il y a 3 ans et qu'elle a dit qu'il fallait que la cible d'inflation qu'elle devait viser à moyen terme était de 2% et avec symétrie autour des 2%. En même temps, vous vous en souvenez peut-être, elle a sorti aussi un communiqué sur la manière dont elle allait prendre en compte tous les effets de ces politiques sur la transition climatique. Et que notamment, elle allait demander aux banques de faire, et Nasfil est concerné, on est supervisé, on fait partie des banques supervisées par la BCE, d'analyser tout leur bilan en fonction de ce risque, de réfléchir si elle changeait sa politique d'achat de titres avec une préférence ou non pour les titres verts, et ainsi de suite. Moi, en la matière, ma question, elle est assez simple. Vanessa vient de dire à juste titre que les dettes publiques et les déficits dans l'OCDE sont à des niveaux élevés. Donc il y aura un moment où il faudra très probablement les faire baisser. Par ailleurs, il existe des priorités et d'autres priorités que la transition climatique. Il y en a 2 qui me paraissent évidentes, encore une fois, au niveau des pays de l'OCDE. Il y a l'éducation et la manière dont on investit dans l'éducation et dans la qualité de formation des futures générations. Et puis il y a la défense, puisque ce monde de fragmentation géopolitique est un monde qui est définitivement devenu plus dangereux qu'auparavant. Je n'ai pas besoin de vous préciser cet élément. Donc il y aura d'autres priorités aussi en matière de déficit et de dépenses publiques et de dette publique que la seule priorité pour soutenir l'évolution de la transition climatique. Or, la transition climatique, il y a d'excellents rapports qui l'ont définie, notamment le dernier en date étant celui de Jean Pisani et de Selma Mahfouz, qui est le premier rapport en français qui décrit vraiment le cheminement macroéconomique des 10 prochaines années pour respecter la trajectoire de décarbonation. Eh bien, cette trajectoire de décarbonation, d'abord, se traduit encore une fois au début par un choc d'offre négatif, donc par moins de croissance, et d'autre part, se caractérise par un mur d'investissement très important, à la fois d'un point de vue public et d'un point de vue privé. Donc, il faut que ceux qui veulent investir en la matière puissent le faire dans des conditions qui leur permettent d'investir. Et donc je pense qu'il faut que de ce point de vue, alors ce n'est pas directement lié au débat que nous avons, mais ça l'est indirectement, il faut que les taux longs réels auxquels ils font face soient des taux longs réels gérables par eux. Et pour ça, je pense que, et là je laisse les banquiers centraux décider de la manière de le faire, mais je pense que les taux directeurs ont une influence sur ces évolutions, même si elle n'est pas, loin de là, la seule influence en la matière. Et je pense donc qu'il est important qu'ils en tiennent compte, si vous voulez, dans l'évolution de cette trajectoire. D'un point de vue européen, il y a une autre dimension, qui d'ailleurs a fait l'objet d'un rapport récent, qui est celui de Christian Noyer, qui est qu'aujourd'hui, sauf erreur de ma part, la zone euro est une zone qui est structurellement excédentaire en épargne. Nous avons de l'argent à placer. Mais aujourd'hui, cet argent va plus, je vais être caricatural, pour acheter des bons du Trésor américain que pour financer des investissements, notamment dans la transition climatique, dans tous les pays européens. Et donc, il faut effectivement prendre les mesures à la fois réglementaires et politiques pour dériver cette épargne plus vers la transition climatique qui, je pense, est l'objectif de politique publique numéro 1. En tout cas, chez SFIL, on est convaincu, puisque notre raison d'être, c'est financer un avenir durable. Bien, à mon tour, moi je ne vois pas les taux d'intérêt
en tout cas aux États-Unis et dans la zone euro, baisser fortement au cours des prochains mois. Pourquoi? Parce que la baisse des taux qu'il y a eu en juin 2016 par la BCE, il faut lire le commentaire de Madame Lagarde. Elle a dit que ce serait data dependent. Or, lorsqu'on regarde l'inflation, effectivement, on est passé de près de 11% à 2,6% en mai. Mais lorsqu'on regarde dans le détail, on voit que l'inflation dans les services accélère à nouveau. On voit que l'inflation corps accélère à nouveau. On est à près de 3%. Et ça, c'est dû au fait que les salaires, en tout cas les salaires négociés, ont fortement augmenté. On est à près de 4,1% sur un an. C'est dû également au fait qu'au niveau du marché de l'emploi, on est au plus bas des 25 dernières années. Et c'est vrai aussi pour la France. Donc pour que les banques centrales évoluent dans leur manière d'appréhender les taux d'intérêt au cours des prochains mois, il faut qu'on ait une dégradation au niveau de l'emploi. Et c'est la même chose au niveau des États-Unis. Donc aujourd'hui, lorsque vous regardez la Fed, tout à l'heure je vous l'ai dit, elle a un output gap positif de plus 0,4%. Elle n'a aucun intérêt à baisser les taux d'intérêt. Donc il faut que le marché de l'emploi montre des signaux de détérioration avant que la Fed ne commence à baisser le taux d'intérêt. Donc on commence déjà à le voir. On voit qu'au niveau des ventes au détail, on a eu des chiffres qui sont plutôt mauvais. On a vu des surprises économiques qui sont plutôt mauvais au niveau des États-Unis parce que l'immobilier est en train de ralentir fortement. Donc les prix pour l'instant restent encore élevés. On est à près de 7% sur le Case-Shiller. Mais quand on regarde le stock des logements, on voit qu'il n'arrête pas d'augmenter. Donc ça veut dire que les ménages ont déjà intégré une baisse des prix à venir au niveau des prix de l'immobilier. Donc c'est pour ça que les ménages, je m'attends à ce qu'elles consomment moins au cours des prochaines années. D'ailleurs, ça s'est même traduit au cours du premier trimestre, puisque le PIB a été révisé à la baisse. On était à 1,8% en rythme annualisé, on est passé à 1,5%. Et quand vous regardez l'essentiel de la baisse, c'est la consommation. Et donc, tant qu'on n'a pas une dégradation plus forte sur l'emploi et la consommation, très honnêtement, je ne vois pas comment les banques centrales vont se mettre à baisser les taux d'intérêt de façon aussi rapide qu'on le voudrait. Très bien, merci beaucoup. Et comme il nous reste un peu de temps, si vous avez des questions. Là, je vois un doigt là-bas. Non, ça marche pas. Allô. Voilà. Oui. Que pensez-vous dans notre système économique de l'intégration des crypto-monnaies comme le Bitcoin, dont la quantité est plafonnée à 21 millions pour contrer l'inflation? Alors, on avait dit les questions faciles. Je pense que monsieur n'a pas retenu. Alors, au niveau des crypto-monnaies, très honnêtement, en tout cas pour la Guinée, ça n'a pas d'impact. Et pour moi, les crypto-monnaies, c'est plutôt, je les vois comme des actions, vous voyez, comme des equity. Donc, je ne vois pas tellement d'impact. Je ne sais pas si vous avez une position par rapport à ça, mais pour moi, c'est l'impact, il est presque nul. Voilà. Voilà. Ce sera tout pour... Voilà, il y a une autre question là-bas. Oui. Est-ce que vous pourriez préciser ou décomposer l'épargne dont vous parlez, entre épargne financière, épargne privée, ménage, institution? Voilà, merci. Alors, l'épargne dont on parle, c'est de l'épargne financière. Et c'est essentiellement en Europe, c'est les ménages qui détiennent cette épargne. Et comme l'a dit Vanessa, en parlant, je crois, des États-Unis, mais en Europe également, le niveau du taux d'épargne aujourd'hui en Europe est
plus élevé de plusieurs points de ce qu'il était avant la crise du Covid. Je crois que le dernier chiffre qui est sorti dans Eurostat à vérifier, c'est un peu plus de 15% de taux d'épargne des ménages européens. L'Europe, la zone euro, ce sont des pays riches et ce sont des pays vieillissants. Ce sont des pays vieillissants à un système de retraite public important. Et donc, on constate en fait qu'il y a une épargne importante, même aux âges avancés de la vie. Et donc, on a un stock d'épargne qui est très élevé. Après, vous avez certains pays de la zone euro qui sont des pays en excédent commercial, en excédent de la balance des paiements, et donc qui ont en plus de cette épargne des ménages, de l'épargne qui peut être éventuellement dans d'autres domaines, pour leur entreprise, voire il y a des pays en excédent budgétaire, donc il peut y avoir de l'épargne publique. Donc il existe un stock d'épargne global au niveau de la zone euro, qui, là encore, à vérifier, mais sauf erreur de ma part, avant la crise du Covid, devait être compris à peu près régulièrement entre 2 à 3 points de PIB, et qui aujourd'hui est revenu presque à ce niveau-là. Donc c'est très significatif. Et la difficulté, ce n'est pas donc une absence d'épargne, c'est la manière dont elle est investie. Et c'est la manière dont aujourd'hui, cette épargne, du fait notamment qu'il n'existe pas dans la zone euro de marché de capitaux unifiés, notamment d'un point de vue des règles juridiques associant les différents marchés nationaux, cette épargne est dérivée dans d'autres pays développés. Et ce n'est pas forcément la meilleure manière pour elle d'être investie quand il y a énormément d'investissements à faire dans la zone économique considérée. Je rajoutais juste quelque chose, vous l'avez dit Philippe, effectivement le taux d'épargne pré-Covid était 13%, je pense que c'est plus de 19% maintenant, donc c'est-à-dire que c'est extrêmement important. On a besoin de voir cette épargne se transformer en consommation, mais surtout ce qu'on a besoin de mettre en œuvre, c'est des produits qui sont adaptés pour financer la transition climatique et surtout des produits, comme vous l'avez dit précédemment, d'épargne qui restent en Europe, puisque la plupart de cette épargne va en dehors de l'Europe. D'où, effectivement, le Capital Market Union, dont l'Europe et la France et l'Allemagne et évidemment d'autres pays européens sont très, très focalisés dessus, parce que c'est absolument fondamental que cette épargne qui est énorme puisse évidemment contribuer à l'investissement, à la croissance et à l'évolution en Europe qui, pour l'instant, bénéficie d'autres pays. Donc ce taux d'épargne est extrêmement important. On a besoin, l'incertitude a fait aussi qu'il y ait beaucoup d'épargne. L'incertitude dans la Covid, mais l'incertitude effectivement des crises successives qu'on a subies. Et il faut que cette épargne se transforme. Et c'est le seul moyen. Il y a assez d'argent, il y a assez d'épargne pour financer la transition écologique. Il suffit juste d'avoir les moyens, les outils et les sources et les projets qui puissent faire en sorte qu'on alloue cette épargne aux bons projets de transition écologique. Oui, je voudrais rebondir, je suis entièrement d'accord avec Vanessa. Dans ce domaine de la transition climatique, et à mon niveau de directeur général d'une banque publique française, mais j'ai des tas de collègues européens de même statut, de même nature, qui sont également dans le même constat. Sur la transition climatique, le sujet, ce n'est pas la pénurie de financement. L'épargne, telle qu'elle est gérée à la fois en Europe et telle qu'elle est gérée plus globalement au niveau du monde, il y a un intérêt de plus en plus grand, de plus en plus massif, de plus en plus rapide pour s'investir dans ce type de projet. Donc le sujet que l'on a, que j'ai dans la banque que j'ai l'honneur de présider et dans les banques qui sont nos amis, nos collègues européens, ce n'est pas une pénurie de financement, c'est une pénurie de projets. Et dans la pénurie de projets, il y a évidemment, je pense aussi, tout ce qui concerne différents types d'incertitudes, et notamment, effectivement, les effets d'incertitude sur l'inflation. Mais retenez ça, il n'y a pas de pénurie de financement en la matière, il y a une pénurie de projets. Donc, très rapidement, je rejoins parfaitement ce qu'a dit Philippe. Donc, je vais plutôt parler de l'excès d'épargne. Il y a un excès d'épargne qui est là et qui a été abondé avec la crise.
Si vous voulez, lorsque vous regardez l'épargne d'un pays, c'est l'épargne des particuliers plus l'épargne des États. Et l'épargne des particuliers, c'est quoi? C'est le revenu, moins la consommation, moins les impôts. Et l'épargne de l'État, c'est les impôts, moins les dépenses gouvernementales. Et ce qu'on a vu durant la crise de la Covid, c'est que les revenus ont considérablement augmenté. Si vous regardez par exemple des serveurs au McDo à New York, mais ils gagnaient plus en restant à la maison qu'en allant travailler. Et donc, lorsqu'on a commencé à ouvrir les économies, donc pour faire travailler les gens, il fallait leur offrir des salaires plus importants. Donc les salaires ont beaucoup augmenté. Et en même temps, la consommation n'a pas suivi. Donc cet excès d'épargne est là et ne demande qu'à être consommé et à être placé. Voilà, c'est ça que... Merci bien. Oui, je voudrais simplement conclure cette table ronde avec deux réflexions. Et ces deux réflexions sont liées à ce que j'ai pu entendre ce matin dans les deux premières tables rondes dans l'Amphi 1. La première, c'est sur les taux d'intérêt et leur évolution et les taux d'inflation. Il y avait une deuxième table ronde ce matin qui s'appelait pour avoir la paix, il faut préparer la guerre, et avec Florence Parly, avec un général brillant, un général de Saint-Quentin, où il s'avérait que si l'on voulait, et je rejoins ce que disait M. Mills, si on voulait à la fois avoir le budget pour la transition climatique, et s'ajoute à cela, il l'a mentionné très légèrement en disant, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est très important dans la table ronde de ce matin, l'effort militaire et industriel qu'il fallait faire pour suivre la situation géopolitique qu'affronte l'Europe était très important. Donc c'est pas ça qui va faire baisser l'inflation, ni les taux d'intérêt, c'est certain. La deuxième réflexion, c'était celle que j'ai entendue à cette table ronde, à savoir qu'il y avait beaucoup d'épargne en Europe, mais que cette épargne s'investissait ailleurs qu'en Europe. Et là, c'est le rapport Letta, la première table ronde, avec Enrico Letta, le précédent président du Conseil italien, qui vient de rendre un rapport sur les freins à la compétitivité de l'Europe et qui disait que l'urgence numéro 1 pour atteindre tous les objectifs que s'est donné l'Europe, c'est d'avoir un marché unifié des capitaux pour que cette épargne, qui est effectivement excédentaire, reste en Europe. Merci.